Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Inconscient, a été réalisée le 19 juillet 2021. Peur, honte, culpabilité, rancœur, colère, frustration, désir, préjugés, croyances, confusion, mensonges, dépendance, conditions, perte, arrogance, égoïsme, victimisme, incohérence, trahison, dépression, nostalgie. Tu fais ta liste de courses? Non. J'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai ressenti en moi et que je n'aime pas garder en moi. Déni, évasion, illusion, dépendance, attachement, masochisme, banalité. Et la liste continue. Comment classer tout ça? Comme la force qui te propulse. Hein? Chacun de ces mots n'est pas un aspect que tu dois éliminer, c'est simplement le titre d'une histoire. Et toi, tu es le livre où toutes ces histoires sont écrites. Chaque mot est le titre d'un chapitre. Que serait l'histoire sans rebondissement, sans conflit ni problème à résoudre? Un récit ennuyeux, fastidieux et presque scientifiquement descriptif. Ce ne serait pas un conte avec une morale, une histoire inspirante, mais une thèse de doctorat. Ce sont les nœuds qui créent les grandes histoires. Et ce sont les nœuds du réseau qui, en créant de la tension, donnent un sens à l'ensemble. Sans tous ces titres, tu n'aurais aucune motivation dans ta vie. La motivation dans l'occulte et le dense. La seule raison qui favorise l'évolution, c'est le conflit dans un contexte spécifique. La seule chose qui te pousse à aller de l'avant, c'est de vouloir laisser quelque chose derrière toi. Sans conflit, tu ne comprends pas où se trouve l'erreur. Sans erreur, il n'y a pas de solution. Sans solution, il n'y a pas de croissance, pas de développement, pas d'évolution. Lorsque vous évoquez ces mots, vous avez tendance à les considérer comme des mauvaises herbes qu'il faut éradiquer du terrain. Pourtant, ce sont précisément ces mauvaises herbes qui vous poussent à grandir plus haut, à trouver la lumière et à découvrir le potentiel que vous aviez pour vous épanouir. Derrière le mot peur se cache une histoire de crainte face à quelque chose qui s'est produit de manière inattendue, qui a mis mon être en état d'alerte maximale, qui m'a fait vivre une expérience. La rancœur est le titre d'une relation frustrée qui recèle en elle-même de nombreuses expériences d'amour et de désamour. La confusion est l'histoire d'une quête au cours de laquelle on découvre plusieurs options. Si tu les examines une à une, ces émotions ne surgissent pas de nulle part, ni sans raison, mais sont le résultat d'une histoire qui a façonné ce que tu es et t'a mené là où tu te trouves. Tout comme lorsque tu lis une histoire, page après page, tu vois le problème s'amplifier jusqu'à ce que le conflit surgisse. Et quand tu le vois arriver, une force en toi te pousse à continuer à lire. Parce qu'on veut savoir comment ça se termine. Il est difficile de laisser des histoires en suspens dans l'esprit humain. C'est pourquoi le cerveau cherche sans cesse des situations similaires pour se rappeler que ce conflit n'a pas été résolu. Et utilise le titre du chapitre inachevé comme l'émotion qui nous pousse à continuer à lire les pages suivantes. Oh, maintenant je comprends bien. Le fait est que, en général, on a tendance à vouloir se débarrasser de ces émotions qui nous font du mal. C'est pour cela que tu les caches dans l'inconscient. Tu ne veux rien en avoir à faire avec ça. Tu préfères les garder pour toi. C'est logique d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, comme quelqu'un qui aime les personnages d'une histoire et qui, face à un récit conflictuel, commence à pressentir la mort imminente de ce personnage et refuse de lire comment le chapitre se termine. Il ferme alors le livre, laissant une histoire en suspens, inachevée. Si tu fais cela avec chaque livre de la bibliothèque de ton subconscient, il restera de nombreuses histoires inachevées dans ton inconscient. Et c'est pour cela que nous les répétons encore et encore. Comment? Le cerveau a été conçu pour répondre par des réactions aux stimuli de l'environnement.
Lorsqu'un stimuli de plaisir se produit, il répond par la joie. Lorsqu'un stimuli de douleur se produit, il répond par la souffrance. Pendant des millions d'années, le système nerveux s'est attaché à établir un registre complexe de réactions pour chaque circonstance possible. Certaines se sont naturalisées à tel point qu'elles sont devenues partie intégrante du système autonome, ne nécessitant ni réflexion ni ordre conscient, comme le battement du cœur, la respiration, le fonctionnement des reins et des intestins, ainsi que chaque organe de ton corps. Chaque partie de ton corps s'est forgée en fonction de ces réactions conflictuelles face à l'environnement, qui ont enregistré dans leur mémoire cellulaire les réponses possibles. Ainsi, les hormones se sont développées comme des mécanismes d'activation de la réponse, comme une communication entre les organes et le système nerveux central. Ces réponses provoquées par une impulsion hormonale sont ce que tu appelles une émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Ce terme vient du latin ex motio, du mouvement, ce qui signifie qu'il s'agit de quelque chose qui naît d'une réponse qui nous mobilise. Par exemple, un jour, enfant, tu étais triste, et ta mère, pour te remonter le moral, t'a donné du chocolat. Le sucre a envahi ton sang, mettant en marche le pancréas qui a sécrété de l'insuline, laquelle a recherché les sucres pour les transformer en énergie consommée par les cellules. Cela a augmenté l'énergie du corps, provoquant une réaction immédiate d'activité. Les veines et les artères se dilatent, ce qui accélère le rythme cardiaque. Pour prévenir d'un éventuel infarctus, l'hypothalamus et l'hypophyse, situés dans le cerveau, sécrètent de la sérotonine et des endorphines, qui ralentissent le rythme cardiaque en procurant une sensation de détente et de plaisir. Cette sensation s'apparente donc à une chaleur à la fois relaxante et stimulante, un mélange hormonal qui crée le cocktail parfait pour ressentir l'émotion de l'amour. Au fil des années, tu associeras ainsi le chocolat à l'amour, le sucré au plaisir, mais tu t'en souviendras aussi comme d'une réponse immédiate à la tristesse. Ton cerveau se charge de stocker ces informations dans un endroit où tu n'as pas besoin d'y penser à chaque fois que tu vois du chocolat. Il suffira simplement de le sentir et tout le système s'activera de lui-même. D'abord le pancréas, qui te poussera à en manger, puis l'hypothalamus, qui te dira que cela te fera du bien. Cet endroit où ces informations sont conservées en toi s'appelle l'inconscient. Je comprends. Cet exemple se répète pour des millions de choses dans chaque cellule et chaque partie du corps, où, à chaque battement, correspond une impulsion, à chaque conflit, une réponse, à chaque action, une réaction. Depuis des millions d'années, et chaque jour, le cerveau enregistre des réponses possibles en les reliant aux préjugés antérieurs, dans le but de gagner du temps et de ne pas avoir à réfléchir si une situation similaire se représente. En faisant appel à l'émotion, le corps saura déjà comment réagir, sans que tu y réfléchisses un instant. C'est le fondement de tout ce que tu appelles psychosomatique. Autrement dit, ressentir dans le corps tout ce que l'on pense dans le cerveau. Psyché, âme, esprit et soma, corps, sont les mots grecs qui définissent, en médecine et en psychologie, la capacité de l'esprit à se manifester dans la matière. C'est pourquoi nous recourons au biodécodage pour comprendre ce qui se passe dans notre corps. Tout conflit externe ou interne qui se manifeste dans le corps, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une maladie, relève du mécanisme de réponse psychologique, qui s'interprète comme des réactions cérébrales indiquant qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se met en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une émotion dont je ne suis pas conscient, et dont je suis donc inconscient. En général, les gens ne parviennent pas à comprendre le lien étroit qui existe entre l'esprit et le corps, et les traitent comme s'il s'agissait de choses distinctes. Comme si la maladie n'avait rien à voir avec ce que l'on pense. Comment peux-tu croire qu'un organisme parfait, fonctionnant, en excellente homéostasie depuis des millions d'années, ait oublié de prendre en compte le lien entre ce que pensent les neurones et ce que ressentent les cellules des organes? Oui, en vérité, c'est absurde de les considérer séparément. Mais il en a été ainsi pendant des siècles. Jusqu'à aujourd'hui en médecine, la psychologie et la psychiatrie sont considérées presque comme des pseudosciences, comme si comprendre l'individu à travers ses pensées ne pouvait pas définir ni aider à comprendre ses actions cellulaires. En réalité, la plus grande partie, soit 80% de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous mettons en œuvre est stockée dans l'inconscient. On peut donc comprendre que si on se cogne un doigt, cela a une signification. Si on attrape un rhume, cela en a une autre. Tout est classé en émotions, en histoire, au sein du corps.
Un conflit ou une maladie physique n'est rien d'autre que le titre d'une histoire, d'un chapitre de ta vie. Le corps est la couverture qui donne une idée du contenu caché dans le livre. Et les titres, avec les émotions qu'ils recèlent, sont les histoires qui ont donné tout son sens au récit. Ainsi, tu peux comprendre que le cerveau, qui conserve toutes ces données, lorsqu'il est confronté à une situation similaire à l'une de ces histoires, déclenche une réaction de mémoire qui met en avant le titre d'un chapitre. Comme pour dire « Hey, ressens ça ». Comme ça, tu te souviendras de l'histoire que tu n'as pas fini de lire. Oh wow! Donc chaque fois que nous ressentons une émotion dans une situation précise, c'est simplement le cerveau qui envoie un signal pour nous rappeler à travers cette émotion que cela nous est déjà arrivé et que dans ce chapitre que nous avons refoulé se trouve le récit de la suite de l'histoire. C'est pour cela qu'il faut remonter à l'origine des émotions, à la première fois où nous les avons ressenties. Et ce n'est pas parce qu'on le fait qu'elles disparaîtront de ta vie. On a tendance à penser qu'une fois qu'on a résolu le problème de la peur et qu'on en connaît l'origine, il serait ridicule de ressentir à nouveau de la peur. Et pourtant, on la ressent à nouveau. Oui, ça me frustre beaucoup, parce qu'après tout ce travail intérieur, je ressens à nouveau la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu as fini de lire un livre, tu ne le brûles pas. Tu le ranges sur l'étagère qui lui est destinée. Avant, le livre était ouvert et inachevé, prenant la poussière par terre ou sur une table de ton subconscient, sous une pile de nombreux autres livres empilés et en désordre. Lorsque tu daignes regarder ce livre et finir de lire l'histoire de cette émotion, en la reconnaissant, tu n'arracheras pas les pages, mais tu chercheras sur quelle étagère il doit aller. Tu le nettoieras et tu le rangeras à sa place pour ne pas le perdre et pouvoir t'y référer, comme à une expérience. Ainsi, une fois que tu auras identifié l'histoire, lorsque tu ressentiras à nouveau cette émotion, tu sauras déjà où la trouver et comment la résoudre en pleine conscience. L'émotion ne disparaîtra pas, mais elle sera utilisée à bon escient, sans que tu te retrouves dans la situation critique de ne pas trouver le livre. Waouh! Je vois très clairement maintenant. Je comprends. Oui. C'est pourquoi les conflits que tu n'aimes pas avoir en toi doivent rester là, car ils ont fait de toi ce que tu es. Le problème n'est pas de les avoir, mais de ne pas savoir que tu les as. C'est alors que tu les laisses dominer ta vie sans aucune logique. Ce qu'un être spirituel cherche généralement, c'est de se délivrer de ses émotions. Et c'est pourquoi il reste perdu dans des luttes morales et dualistes sur son chemin divin, car il s'est vidé de livres dans sa bibliothèque, perdant ainsi le contenu et la notion de qui il est. Tu n'es pas seulement la lumière, tu es tout ce qui te compose. Le subconscient et l'inconscient constituent la majeure partie de toi. Un être humain ne peut jamais être pleinement conscient, car le corps physique n'est pas programmé pour tolérer une telle capacité, mais le conscient peut bel et bien tirer profit de l'inconscient. À quoi cela ressemblerait-il? Revenons à l'exemple simple d'un voyage. Le conscient est le conducteur, la voiture est l'inconscient. Et le paysage à travers lequel elle se déplace est le subconscient. Le subconscient ne changera pas. Il sera toujours ainsi et sa modification prendra des années, voire des milliers de millions de millénaires. Et l'inconscient aura ses limites. Peut-être ne pourra-t-il pas voler. Aura-t-il besoin d'un carburant spécifique? Peut-être ne pourra-t-il pas rouler sur certains terrains. Mais le conscient peut décider de s'arrêter, d'aller plus vite, plus lentement, de choisir différents chemins, d'emporter plus ou moins de bagages, ainsi que d'effectuer des réparations sur la voiture. Bien sûr, alors l'inconscient est comme un outil pour avancer. C'est exact. On a tendance à dire qu'un être inconscient est quelqu'un de négatif, qui fait de mauvaises choses. Un être inconscient est celui qui agit uniquement par réaction, comme un animal. Il se base sur des principes très simples, comme la faim, le sommeil, le désir. Et ses émotions sont très spécifiques. La peur, la frustration, la rancœur, la haine, l'amour. Toutes ces réponses sont données par impulsion et non par une action consciente, mais par réaction. Il ignore d'où vient ce qu'il ressent. Il considère ses actes comme logiques au regard de ses sentiments.
L'être inconscient utilise toute la force de son monde intérieur caché pour le faire sortir à la lumière, mais il n'apporte jamais l'aide de lumière à son monde intérieur. Oh, je vois. L'être conscient, avant de réagir, cherche à apporter de la lumière dans son monde intérieur, afin de comprendre la source du carburant qu'il utilisera pour réagir. L'inconscient recèle la même matière qui peut faire bouger le monde ou le faire exploser. L'humanité, considérée comme un seul organisme, comptera toujours au moins 80% de personnes vivant dans l'inconscience et 20% vivant dans la conscience. Ce n'est pas un problème, c'est la nature. Ces 80% génèrent l'énergie créatrice que le conscient n'est pas capable d'obtenir. Mais le conscient est capable de planifier et de guider cette matière première. Or, le grand problème survient lorsque cette immense masse d'énergie inconsciente est guidée par la force de volonté d'un autre inconscient. Comme c'est le cas aujourd'hui avec les dirigeants, les politiciens, les idoles. C'est exact. Dans la plupart des cas, ce sont des inconscients dont les pulsions guident d'autres inconscients, porteurs d'une forte charge émotionnelle chaotique. Et comment faire pour que ce ne soit pas le cas, mais qu'un conscient guide cette force? Le conscient, justement, ne peut pas pousser l'autre à faire sa volonté. Au contraire, le conscient cherchera uniquement le moyen de rendre l'inconscient libre de manifester sa propre force intérieure, et non la volonté d'autrui. C'est pourquoi un conscient doit connaître pleinement ce qui se cache dans son inconscient et savoir utiliser ces outils dans sa vie individuelle, en reconnaissant toutes ses failles pour les transformer en puissance intérieure. Ce n'est qu'ainsi, à partir de la liberté de son propre inconscient, qu'il peut élargir la liberté de la masse inconsciente. Ne perds pas ton temps à vouloir que l'humanité devienne consciente, mais consacre toute ta volonté à la libérer de ceux qui utilisent sa force au profit d'une autre volonté inconsciente. Je comprends. La tyrannie de l'inconscience qui régit chacun d'entre nous peut finir par dominer des sociétés inconscientes. C'est exact. C'est pourquoi tu dois gouverner toi-même ton propre inconscient, être capable d'affronter cette grande bibliothèque et ses chapitres clés, afin d'apporter la clarté à chaque extrémité de ton être. À tout l'arbre. Ses branches, ses feuilles, ses anneaux, ses racines sont l'image concrète de l'inconscient qui relie toutes les parties d'un être à travers le temps et l'espace, le labyrinthe du monde intérieur. Qui vibrera en moi éternellement. Et c'est pourquoi ce n'est qu'en l'honorant que tu en seras libéré. Le labyrinthe de ton monde intérieur est la richesse qui enrichit ta vie d'expérience, le chemin de ton existence dans cet univers. Plante un arbre et tu obtiendras de la nourriture. Plante un arbre et tu auras de l'oxygène. Plante un arbre et tu auras de l'ombre. Plante un arbre et tu rafraîchiras le monde. Plante un arbre et tu conserveras la chaleur pendant la nuit. Plante un arbre et tu récolteras des remèdes. Plante un arbre et tu auras du bois pour réchauffer tes nuits froides, ainsi que de la lumière pour voir dans l'obscurité. Plante un arbre et tu offriras un refuge aux animaux. Plante un arbre et tu auras du bois pour construire ta maison. Plante un arbre et tu pourras en tirer le papier pour écrire tes histoires. Plante un arbre et tu pourras y reconnaître toute l'histoire qui se cache dans ton subconscient. Et lorsque la lumière du soleil brûlera ta couronne, tu reconnaîtras que parcourir le labyrinthe en valait la peine lorsque tu t'assieras pour te reposer à l'ombre, adossé à son tronc. L'ombre de mon inconscient est comme l'ombre de l'arbre de l'histoire qui m'abrite. Qui t'offre tout ce dont tu as besoin pour vivre. C'est pourquoi l'arbre de vie vit en toi. Je suis l'arbre de vie. Plante des milliers d'arbres et tu obtiendras la forêt de la conscience. Et ainsi, tous unis, nous pourrons écrire notre histoire.